On a souvent l'impression que notre routine, le fameux 9 à 5, a toujours existé, que c'est la norme. Mais en réalité, c'est le résultat d'une transformation absolument spectaculaire qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Alors comment est-on passé d'une vie rythmée par le soleil et les saisons à une vie dictée par l'horloge? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Avant la révolution industrielle, la séparation entre le travail et la maison, ça n'existait pas vraiment. Le rythme, c'était celui de la nature. Il suffisait que les rivières gèlent pour que des marins se retrouvent bloqués, sans activité. Il n'y avait ni salaire fixe, ni horaire fixe. Le passage au modèle moderne, celui de l'horloge, où l'on quitte son domicile pour aller travailler, a donc été une rupture totale, un véritable choc des civilisations. Pour bien comprendre cette métamorphose, on va remonter le fil du temps en 6 grandes étapes, de la vie dans les campagnes pré-industrielles jusqu'aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Allez, on commence par un petit voyage dans le temps. On va se transporter à une époque où le lieu de travail et le lieu de vie ne faisaient qu'un, et où la journée était mesurée par la course du soleil, pas par celle des aiguilles d'une montre. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, avant les usines, le concept même d'un emploi stable, ça n'existait pas. Le foyer, c'était le cœur de l'économie. On produisait pour vivre et on consommait ce qu'on avait produit. Le travail pouvait être très intense, oui, mais il était souvent entrecoupé de longues périodes de pause, de loisirs ou tout simplement d'inactivité forcée. Et puis, tout bascule. On arrive à la première grande rupture, la révolution industrielle. Et attention, ce n'est pas seulement une révolution des machines. C'est aussi une révolution militaire, géopolitique et peut-être surtout une révolution mentale dans notre rapport au travail. C'est un basculement psychologique absolument fondamental. L'idée émerge que le travail acharné et l'accumulation de richesses, ce n'est pas juste utile, c'est le signe d'une vertu morale. Le travail n'est plus vu comme une malédiction, mais comme un devoir, une fin en soi. C'est cette nouvelle éthique qui va fournir, en quelque sorte, le carburant moral nécessaire à l'essor du capitalisme. L'échelle de la domination économique britannique à cette époque est juste sans précédent. Grâce à sa flotte et à son empire, la Grande-Bretagne devient littéralement l'atelier du monde. Elle importe les matières premières de ses colonies, exporte les produits finis et inonde la planète de ses capitaux. Après l'ère britannique, le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace. Il traverse l'Atlantique et atterrit aux États-Unis. Et les Américains n'ont pas seulement exporté des produits, ils ont exporté tout un mode de vie. Juste après la guerre, aux États-Unis, consommer devient presque un devoir patriotique. Il fallait à tout prix faire tourner la machine économique. Et ce modèle, basé sur la propriété et l'accès aux biens de consommation, a été exporté en Europe via le plan Marshall. C'était aussi une arme idéologique très puissante face à l'influence communiste. L'économie repose désormais sur ce qu'on pourrait appeler un escalateur des désirs. Pour que le système fonctionne, il faut sans cesse créer de nouvelles envies, s'assurer que la satisfaction se trouve toujours dans le prochain achat. C'est ce mécanisme qui fait que le produit acheté hier semble déjà dépassé aujourd'hui. Cette nouvelle économie de production et de consommation de masse a eu besoin d'une nouvelle armée de travailleurs. Mais cette fois, pas tellement dans les usines, plutôt dans les bureaux. Le problème, c'est que la logique de l'usine, elle, les a suivis. Cette observation, inspirée du sociologue C. Wright Mills, résume parfaitement le phénomène. L'employé de bureau, qui avait autrefois un certain prestige, un certain savoir-faire, devient un nouveau genre de travailleur à la chaîne, dont la tâche est de traiter de l'information de façon parcellaire et répétitive. Ce processus a été analysé en détail par le sociologue Harry Braverman. C'est une sorte de taylorisme de bureau. En 3 étapes, le travail qualifié est systématiquement décomposé, dévalorisé pour augmenter le contrôle des dirigeants et bien sûr réduire les coûts. Les employés deviennent de simples exécutants. Et maintenant, voyons comment toute cette transformation du travail a eu un impact absolument sismique sur la cellule familiale elle-même. Le fameux modèle de l'homme pourvoyeur, où seul l'homme travaillait, n'a en fait dominé que pendant une période assez courte du XXe siècle. Il a vite laissé la place à une nouvelle norme. Ce changement est dû à 2 choses. L'émancipation des femmes, bien sûr, mais aussi et surtout la nécessité économique face à des salaires qui stagnaient. Mais attention, cette transition ne s'est pas du tout faite de la même manière partout. Les politiques publiques ont joué un rôle énorme, et on voit bien ici qu'elles ont créé des modèles d'adaptation très différents d'un pays à l'autre. Et ce passage au double revenu a créé un profond déséquilibre. Car si les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail, le mouvement inverse des hommes vers la sphère domestique, lui, ne s'est pas vraiment produit. Ça a donné naissance à ce qu'on appelle la seconde journée pour beaucoup de femmes, une source immense de charge mentale et physique. Tout ce modèle de consommation de masse y repose sur une promesse très simple. La capacité à acheter des choses va continuer de grandir. Le problème, c'est que cette promesse est fragile. Et son principal ennemi, c'est l'inflation. Cette chronologie en France est très parlante. On voit bien le passage d'une époque où le pouvoir d'achat était en partie protégé par l'indexation des salaires sur les prix, à une ère, après le tournant de la rigueur des années 80, où sa préservation est devenue à combat de tous les instants.
Il faut bien comprendre que l'inflation ne frappe pas tout le monde de la même façon. Elle agit comme un impôt régressif, c'est-à-dire qu'elle pénalise beaucoup plus les ménages les plus pauvres. Pourquoi ? Parce que leur budget est surtout consacré à des dépenses essentielles, comme la nourriture ou l'énergie, justement les postes dont les prix ont explosé. Face à la crise récente, l'État a dû intervenir massivement. Les mesures comme le bouclier énergétique, par exemple, montrent bien à quel point la préservation du pouvoir d'achat est devenue un enjeu crucial pour maintenir la paix sociale. D'ailleurs, sans ces aides, les chiffres de la pauvreté auraient grimpé en flèche. Alors, où est-ce que tout ça nous mène ? Eh bien, le pacte social du XXe siècle, celui qui disait en gros « acceptez un travail standardisé et en échange vous aurez accès à la consommation de masse », ce pacte est en train de se briser. L'épuisement, la perte de sens, les inégalités, tout ça crée des fissures de plus en plus profondes dans le modèle. On en arrive donc à la question fondamentale que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Toutes ces forces historiques qu'on vient de parcourir aboutissent à une profonde quête de notre époque. Une quête pour réinventer notre rapport au travail et finalement pour trouver un nouvel équilibre de vie.